Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Voxa Contrario qui vous parle. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet qui va en faire plaisir à beaucoup, je pense, l'armée allemande. Vous l'avez sans doute vu dans le titre de la vidéo et sur la miniature, nous allons aborder les problèmes et les défauts de l'armée allemande, principalement sur la période de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, plutôt que d'énoncer à la chaîne et sans faire de lien entre ces problèmes, j'ai trouvé plus pertinent de chercher à établir une certaine continuité, un certain lien entre tous ces défauts et ces problèmes qu'on prête à l'armée allemande. En ce sens que, de par la situation géostratégique prusso-allemande qui, finalement, au cours des siècles, n'a pas vraiment évolué, il y a une certaine facilité à établir des liens entre ces différents problèmes. Si vous jetez un œil à des cartes qui vous montrent l'évolution du royaume de Prusse jusqu'au Troisième Reich, vous constaterez que, de manière générale, le pays est globalement encerclé par des ennemis ou par des pays hostiles et qui souvent disposent d'une démographie plus importante, de moyens et de ressources plus importants. Ce qui a amené les théoriciens et les praticiens militaires allemands à chercher des tactiques de guerre, des stratégies qui cherchent à contrebalancer ces défauts initiaux. Comme je l'ai dit, cette vidéo a pour but de mettre en lumière le lien de continuité sur certains aspects dans la façon dont les Allemands conçoivent et font la guerre, mais ceci n'enlève rien à l'excellence sur certains aspects de cette guerre, des Allemands qui sont d'excellents tacticiens, d'excellents penseurs opérationnels, qui sont souvent très ingénieux d'un point de vue technologique, et qui dans bien des cas d'ailleurs font beaucoup avec très peu. Ceci est d'ailleurs confirmé dans plusieurs conflits où les Allemands prennent l'initiative, sont extrêmement agressifs et cherchent à mener des campagnes courtes, et qui parfois se soldent par des brillantes victoires. Sur ce, je vais vous laisser avec la vidéo, et je vous souhaite un bon visionnage. Cannes. Juste Cannes. Alors pourquoi vous parlez de la bataille de Cannes? Eh bien tout simplement parce que cette bataille va être érigée par les penseurs militaires prussiens puis allemands comme un symbole de perfection militaire dans lequel une force, largement inférieure en nombre, peut vaincre et anéantir une force qui lui est pourtant initialement supérieure. Donc pour bien comprendre l'importance que les Prussiens puis les Allemands donnent à la bataille de Cannes, il faut revenir évidemment sur la façon dont s'est déroulée cette bataille. Nous sommes donc en 216 avant Jésus-Christ et Hannibal fait face à l'armée du général romain Terentius Varro. Le rapport de force initial est extrêmement défavorable aux Carthaginois. C'est la raison pour laquelle Hannibal va mettre au point une tactique qui devrait lui permettre de vaincre cette armée. Il sait que frontalement, son armée n'a que peu de chances de vaincre cette armée romaine supérieure en nombre. Hannibal dispose donc en son centre ses unités les plus faibles. Ces unités-là auront pour rôle d'attirer les Romains dans un piège qui devrait se refermer sur eux. Sous le choc romain, les unités du centre doivent donc plier, mais non pas rompre, et ceci devrait laisser le temps aux unités plus mobiles et plus puissantes, comme l'infanterie lourde et la cavalerie carthaginoise, de contourner le dispositif romain et de les prendre de flanc et par l'arrière, complétant ainsi la tactique d'encerclement puis d'anéantissement de l'ennemi. Hannibal remporte là une victoire d'exception, où son armée, pourtant largement défavorisée par le rapport de force initial, a su vaincre cette armée, pourtant largement supérieure en nombre. La bataille de Cannes représente donc un bon exemple où un général a su s'adapter pour encercler et anéantir l'adversaire. Le problème avec Cannes, c'est que les Allemands vont trop s'en inspirer. En partant d'un exemple tactique, à savoir la bataille de Cannes qui est un affrontement local, les Allemands vont chercher à la transposer au niveau opérationnel, voire stratégique. De plus, pour les Allemands, l'exemple de Cannes concorde plutôt bien avec leur volonté, depuis Frédéric II, de mener des guerres courtes et intenses et où la manœuvre doit primer sur la masse et le feu. Vous avez forcément déjà entendu parler des campagnes courtes et des victoires décisives de Frédéric II pendant la guerre de 7 ans et les guerres de Silésie, où la manœuvre, la mobilité et la discipline des armées prussiennes ont surpassé effectivement la masse et le feu des armées ennemies. Et pendant des siècles, les Allemands vont rester sur cette idée générale que la manœuvre et la mobilité doivent primer sur le feu. En outre, ils sont restés coincés sur l'idée qu'une seule bataille pouvait être décisive et devrait permettre de gagner un conflit. Et il est vrai que jusqu'aux guerres napoléoniennes, ce schéma de pensée était plutôt valable, dans le sens où une seule bataille pouvait être plus ou moins décisive et permettre de mettre fin au conflit. Mais entre-temps, les pays ont acquis une profondeur démographique, une profondeur dans le dispositif militaire, et également une profondeur dans leur industrie et dans leur économie. Donc antérieurement à cette période, la plupart des pays engageaient l'ensemble de leur armée sur une ou plusieurs batailles assez restreintes. Antérieurement à cette période, il est vrai que la notion de front, par exemple, n'existait pas réellement. Ce sont plutôt deux armées ennemies qui se rencontrent à un instant T, mais il n'y a pas nécessairement de continuité dans la ligne de front, et la profondeur des dispositifs était bien moindre que pendant les guerres modernes. Ce qui fait qu'une seule bataille pouvait effectivement être plus ou moins décisive. Le principal tort des Allemands dans cette histoire, c'est justement de croire que ce schéma de pensée pouvait encore être viable à l'heure de la guerre moderne, industrielle et totale. Des exemples un petit peu particuliers comme la bataille de Sadowa en 1866 dans le cadre de la guerre austro-prussienne ont un petit peu leurré les Allemands, il est vrai, que cette bataille a effectivement plus ou moins permis de mettre fin au conflit.
Le problème étant qu'effectivement, cette guerre est un petit peu particulière, puisqu'elle s'est déroulée malgré sa proximité temporelle avec des guerres modernes comme celle de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. La bataille de Sadova s'est plutôt déroulée dans le cadre d'un conflit qui répond aux normes d'un conflit comme celle qu'on a vu le XVIIIe siècle. Ce qui a donc permis aux Allemands, en plus ou moins une seule bataille, de mettre fin au conflit. Et cela les a confortés dans l'idée qu'une seule bataille pouvait être absolument décisive et emporter la décision stratégique sur l'adversaire. Et ceci a un effet absolument pervers puisque les Allemands vont grandir et être éduqués dans les écoles militaires dans l'idée qu'une seule bataille peut être décisive. Et c'est pourquoi la plupart des plans de guerre allemands, de 1870 à 1945, sont basés sur cette idée d'encercler puis d'anéantir l'adversaire. Donc pour simplifier, les Allemands sont matrixés, disons-le, par le mouvement, les guerres courtes, les batailles décisives et l'encerclement. Et celui qui regroupe, disons, toutes ces tares ensemble, c'est le général Schlieffen. Vous le connaissez sûrement pour le fameux plan Schlieffen. Spoiler, il n'y a jamais eu de plan Schlieffen en tant que tel. En fait, le plan qui est appliqué en 1914 est un plan édulcoré et qui a été adapté par le successeur de Schlieffen, von Moltke le Jeune, qui l'a réajusté et adapté en fonction des contraintes de 1914. Schlieffen, pendant toute sa vie, et ça n'est pas une blague, a été obsédé par la bataille de Cannes. C'est pourquoi il est assez aisé finalement de voir des similitudes entre la bataille de Cannes, le mouvement d'encerclement et d'anéantissement, et les différents plans que Schlieffen a pu concevoir au cours de sa vie, à savoir l'encerclement rapide de l'adversaire et son anéantissement par des forces pourtant inférieures en nombre. Le problème, c'est que grâce à son aura intellectuelle et militaire, Schlieffen va plus ou moins imposer ses vues et va continuer à faire prospérer cette idée qu'une bataille décisive et qu'une bataille d'encerclement et d'anéantissement pouvait avoir raison d'un ennemi supérieur en nombre. C'est pourquoi les généraux allemands de la Première et de la Seconde Guerre mondiale vont continuer à penser comme tel. D'où le fait que pendant l'opération Barbarossa, les généraux allemands vont plutôt concevoir l'espace russe comme un gigantesque terrain de jeu où peuvent se succéder une multitude de batailles de Cannes, à l'échelle tactique voire opérationnelle. Un des gros problèmes de ce schéma de pensée est qu'il s'est mal adapté à la guerre moderne où effectivement une seule bataille ne peut plus avoir raison d'un conflit en entier. Et ensuite, l'erreur des Allemands a été de vouloir transposer la bataille de Cannes, qui est un exemple tactique, à l'échelon opérationnel ou stratégique. Le problème ici est que les Allemands négligent complètement d'autres facteurs pourtant cruciaux comme la logistique ou l'économie, au profit du simple volet militaire où la simple logique est d'encercler puis d'anéantir l'ennemi. Sauf que cette façon de faire la guerre au 19e et au 20e siècle ne suffit plus à avoir raison d'un ennemi. Et de manière générale, c'est aussi le tort des Allemands de voir les choses de façon uniquement militaire. Les Allemands pensent que gagner des batailles égale gagner la guerre, alors que durant une guerre totale et une guerre moderne, il n'y a rien de plus faux. Mais il faut évidemment préciser que si les Allemands s'attachent autant au concept de bataille décisive, c'est parce qu'ils sont tout de même lucides sur le fait que l'Allemagne ne peut pas soutenir un conflit de façon prolongée. Ensuite, au sujet de l'armée allemande, vous avez déjà forcément entendu ce mythe de la qualité contre la quantité. Et il est vrai que depuis l'époque frédéricienne, les Prussiens puis les Allemands ont souvent misé sur une armée plus qualitative, plus disciplinée et plus manœuvrante que leurs adversaires. Et encore une fois, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, ce schéma peut fonctionner sur des guerres prémodernes. Ici, nous pouvons mettre en relation les Strosstruppen de la Première Guerre mondiale, ces troupes d'assaut qui sont mises sur pied pour sortir de l'immobilisme et de l'impasse que constitue la guerre de position, aux divisions Panzer de la Seconde Guerre mondiale. J'ai déjà brièvement évoqué le lien à faire entre les deux dans la première vidéo de la chaîne, d'ailleurs je vous invite à aller la voir, en ce sens que plutôt que de résulter d'une véritable révolution militaire, les divisions Panzer de la Seconde Guerre mondiale sont plutôt l'aboutissement de la logique des Strosstruppen, à savoir la manœuvre et le choc qui s'insèrent dans une logique de guerre de mouvement, et comme nous venons de le voir dans le chapitre précédent, dans une logique d'encerclement et d'anéantissement. Le problème, encore une fois, c'est que les Allemands pensent mal, puisqu'encore une fois, la guerre moderne chamboule à peu près tout, ce qui induit que la qualité ne peut à elle seule plus renverser une bataille et encore moins un conflit. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, les Allemands pensaient véritablement gagner des batailles, voire même renverser le cours du conflit, grâce aux seuls Strosstruppen. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, à plusieurs reprises, les Allemands pensaient pouvoir faire primer la qualité sur la quantité, au détriment d'autres facteurs extrêmement importants. Si l'on prend l'exemple des Strosstruppen, par exemple, les troupes d'assaut de la Première Guerre mondiale, ces unités étaient mieux formées, mieux équipées en armes automatiques et en matériel de soutien que les unités régulières, mais elles nécessitaient également une formation plus longue et plus dense. Elles sont donc plus énergivores en temps et en moyens. De même que les divisions Panzer, qui peuvent être, si bien utilisées, des outils intéressants pour une bataille, demeurent un outil militaire qui s'use extrêmement vite. Surtout que les divisions Panzer sont extrêmement énergivores en termes de ressources. Elles demandent à la fois des équipages entraînés et demandent des ressources qui, dans la situation de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, sont cruciales. Des ressources rares et dont l'Allemagne ne dispose pas en nombre suffisant, comme du carburant pour faire fonctionner les véhicules, ou encore des métaux pour les produire. Et le souci, c'est que les Allemands, justement, pensaient pouvoir, grâce à ces moyens tactiques,
pouvoir remporter des décisions au niveau opérationnel, voire stratégique. Et surtout que la Seconde Guerre mondiale regorge d'exemples où la qualité est soit amenuisée, soit totalement annulée en fonction de paramètres géographiques ou même des propres forces de l'ennemi. Par exemple, pendant la bataille de Normandie et pendant la bataille des Haies surtout, les blindés allemands qui pourtant bénéficiaient d'une très grande puissance de feu à longue distance, voyaient leur avantage à longue distance réduit par les haies qui imposaient un autre rythme de guerre. Là où sur le front soviétique, des chars Panthère ou des chars Tigre pouvaient détruire des chars ennemis à plusieurs kilomètres, parce que le terrain et les lignes de vue le permettent, le bocage normand impose de ce fait un autre style de guerre où l'avantage à longue distance est parfaitement annulé et où les combats rapprochés ou du moins à courte distance se font beaucoup plus fréquents. Un autre exemple durant la bataille de Normandie est celui de la Panzerlehr. Cette division concentrait les meilleurs instructeurs et les meilleurs cadres en matière de guerre blindée. Elle concentrait également beaucoup de matériel moderne comme les chars Panther. Nous pouvons donc la qualifier d'une division d'extrême qualité. Et pourtant, son avantage tactique, son avantage de puissance de feu, d'entraînement et d'aguerrissement a été complètement annulé par la supériorité aérienne alliée pendant l'opération Cobra. Aussi, nous pouvons également prendre l'exemple de la bataille de Kursk, durant laquelle les Allemands misent absolument tout sur leur supériorité technologique et leur supériorité tactique, que nous pouvons désigner sous le terme qualité faisant face à la quantité soviétique. Spoiler, les Allemands n'ont jamais atteint leur objectif opérationnel et sont même contre-attaqués par les Soviétiques sur leur flanc. Et là où c'est intéressant, c'est que justement, les Allemands qui ont pourtant concentré leur qualité sur un point précis du front, ont été incapables de faire face à des moyens conventionnels. Et on se rend d'ailleurs compte que ce sont les moyens conventionnels des Soviétiques, à savoir les champs de mines, les canons anti-chars ou les feux d'artillerie, qui ont eu raison de l'offensive allemande. Et d'ailleurs, la surqualité peut parfois d'ailleurs être un vilain défaut. D'abord parce que les chars allemands étaient complexes à entretenir et à produire, et souffraient parfois de gros défauts mécaniques. Et sur le terrain, ce type de char extrêmement lourd demande également une maintenance et une réparation compliquées. Ce qui, dans le cadre d'une offensive, est particulièrement problématique. Mais également parce que pour concentrer une telle qualité sur le saillant de Kursk, les Allemands ont complètement dénudé les unités avoisinantes. Et ce que les Allemands n'avaient pas prévu, c'est que ce sont justement ces unités qui ont été appauvries en matériel et en qualité, qui vont se prendre de plein fouet les contre-offensives soviétiques. En somme, à l'heure de la guerre moderne, la surqualité peut présenter plusieurs inconvénients. D'autant plus que les Allemands négligent beaucoup d'autres aspects de cette guerre moderne, qui sont pourtant cruciaux, et misent beaucoup trop sur cet avantage technologique, qui est d'ailleurs à relativiser, et sur cette qualité, qui a effectivement, nous l'avons dit, beaucoup moins d'importance que dans les conflits précédents. Ensuite, dans leur façon de conduire la guerre, s'il y a bien un aspect que les Allemands négligent souvent, c'est la logistique. Et à leur décharge, il est vrai que beaucoup d'armées qui leur étaient contemporaines, dans d'autres pays, négligeaient également ce versant logistique. Ça n'est pas une spécificité allemande en soi, mais au vu des ambitions et des prétentions allemandes en matière militaire, c'est d'autant plus un problème. J'ai donc trouvé pertinent de mettre en relation le plan Schlieffen/Moltke avec l'opération Barbarossa de 1941. En dépit du fait qu'elles sont séparées par une bande temporelle assez importante, plus d'une vingtaine d'années, les deux opérations ont quand même beaucoup de choses en commun d'un point de vue logistique, et surtout dans la façon où le volet logistique a été sous-pesé pour les deux opérations. D'abord, il faut comprendre que dans l'armée prussienne et ensuite dans l'armée allemande, la logistique n'est pas une arme noble, contrairement aux armes combattantes comme l'infanterie, la cavalerie ou même aux armes savantes comme l'artillerie et le génie. La logistique et toutes les armes de soutien sont par définition non combattantes, elles n'ont pas vocation à combattre en première ligne. Ce qui fait qu'on considère souvent cette arme comme moins digne d'intérêt, moins digne de respect, puisqu'elles n'ont pas le prestige ni l'aura des armes combattantes. D'autant plus qu'on considère les soldats qui servent en leur sein comme des lâches ou des planqués parce qu'ils ne combattent pas directement l'ennemi, alors que leur rôle est parfaitement crucial et encore plus à l'heure de la guerre moderne. Pour commencer mon propos avec le plan Schlieffen, même s'il n'y a pas vraiment eu de plan Schlieffen, on parle plus de plan Moltke finalement, le plan qui est appliqué par les Allemands en 1914 vise à passer à travers la Belgique pour ensuite vaincre la France, et pouvoir ensuite se retourner contre la Russie assez rapidement. Avant de quitter la direction du Grand État-major général en 1906, Schlieffen avait effectivement pensé à envisager l'invasion des Pays-Bas en même temps que celle de la Belgique et de la France. Néanmoins, il est vrai qu'à cet égard, les Allemands ont eu un certain pragmatisme, puisque des Pays-Bas neutres permettraient de constituer une sorte de porte d'entrée en Europe pour les importations allemandes, en plus de nécessiter davantage de troupes de combat et de troupes d'occupation par la suite. Donc on peut considérer que sur ce point, les Allemands ont été plutôt pragmatiques d'un point de vue économique et commercial en tout cas. Mais sur le volet strictement militaire, laisser les Pays-Bas tranquilles et donc ne passer que par la Belgique pour atteindre la France, présente plusieurs inconvénients. L'énorme problème en 1914 pour les Allemands, c'est que leur plan repose sur un tempo extrêmement rigide et presque mécanique, avec des objectifs quasiment chronométrés au jour près, puisque la France doit être vaincue en 6 semaines avant de pouvoir se retourner contre la Russie. Ce qui indique que selon le plan allemand, la campagne est divisée en plusieurs objectifs, eux-mêmes reliés à un tempo précis. Et pourquoi mentionner cette partie du plan allemand? Eh bien justement parce que la logistique est le parent pauvre de cette opération.
parce que selon les responsables militaires allemands, la réussite de l'opération doit primer sur le bien fondé logistique de l'opération. Le problème des Allemands, et ça n'est pas une spécificité pour cette opération, c'est la sous-estimation de l'adversaire. D'abord, Schlieffen et ensuite à son tour von Moltke négligent totalement les capacités de combat du BEF, soit le corps expéditionnaire britannique. Mais ils négligent également la capacité de résistance de l'armée belge en campagne, même s'ils prêtent, il est vrai, une attention particulière aux capacités de résistance aux forts de Liège et de Namur par exemple. Et ceci indique que justement les Allemands espèrent et se reposent beaucoup trop sur leur capacité à récupérer le matériel ferroviaire des Belges et des Français, qui dans leur déroute auraient malencontreusement oublié leur matériel ferroviaire. Alors qu'au final, le butin ferroviaire des Allemands sera bien plus maigre qu'espéré puisque les Belges et les Français auront le temps de détruire plusieurs infrastructures. Il y a aussi la pensée très allemande de se reposer sur une campagne courte qui ne devrait, par défaut, ne pas trop solliciter le versant logistique. L'autre gros problème de l'application de ce plan, c'est finalement la taille du corridor dans lequel les Allemands doivent passer en Belgique. En 1914, trois armées allemandes principales doivent progresser à travers la Belgique. La première armée de Kloek, la seconde de Bülow et la troisième de Hausen. À elles seules, ces trois forces regroupent plus de 700 000 hommes. Elles doivent mener une offensive rapide sur le territoire belge pour atteindre la France. Le principal problème repose sur l'étroitesse du goulot d'étranglement qu'elles doivent emprunter. Celui-ci est large en moyenne d'une centaine de kilomètres, ce qui est relativement peu au regard de la masse d'hommes et de chevaux colossales qui doit s'y engager. La situation est d'autant plus aggravée par la mauvaise qualité des routes belges, ce qui ralentit davantage la marche. Les armées sont donc contraintes de marcher pratiquement côte à côte et sur de longues colonnes, entraînant embouteillage et ralentissement. Outre des difficultés de progression et de déploiement, l'étroitesse du corridor belge occasionne également de sérieux problèmes de logistique, où les attelages hippomobiles peinent à ravitailler efficacement les forces. Vous l'aurez compris, l'étroitesse du corridor gêne tant les opérations militaires que les opérations de ravitaillement. Et paradoxalement, au début, les troupes allemandes vont être victimes de leur propre succès militaire et de leur progression plutôt rapide, puisque les troupes combattantes se retrouvent finalement à avancer plus vite que les chariots de ravitaillement qui recourent essentiellement à la traction hippomobile. Et c'est là aussi le gros tort des Allemands sur cette campagne, c'est de se reposer beaucoup trop sur la traction hippomobile qui est encore limitée. D'autant plus qu'à l'époque, les camions et les véhicules motorisés en sont encore à leur début, et généralement pas assez fiables et pas assez nombreux pour subvenir entièrement aux besoins de plus d'1 million d'hommes. Parce qu'en effet, même si les Allemands ont mobilisé plus de 30 000 hommes du service ferroviaire du Reich pour remettre les voies en état, ces ouvriers, malgré leur nombre assez important, ne parviennent pas à tenir le rythme imposé par les opérations et à faire correctement acheminer leur ravitaillement vers le front. Ce qui pousse les Allemands à faire vivre leurs soldats sur le pays, un petit peu comme au XVIIIe siècle, mais les Allemands ont encore une fois largement surestimé ses capacités de vivre sur le pays. Les soldats sont bien trop nombreux pour uniquement vivre sur le pays, d'autant plus que les chevaux sont extrêmement nombreux dans cette armée allemande, à la fois pour le ravitaillement et pour les unités combattantes. Rappelons que nous sommes en 1914 et qu'à cette époque, la cavalerie est encore assignée à des missions de reconnaissance, de découverte et de retardement. Ce qui fait que dans la guerre de mouvement voulue par les Allemands, elle a un rôle crucial. Mais comme les hommes, les chevaux ne sont pas suffisamment ravitaillés. Ce qui fait que certaines unités sont retirées du front et envoyées à l'arrière pour se reconstituer parce que les chevaux sont soit malades, soit mal nourris. Le parallèle entre 1914 et l'opération Barbarossa de 1941 est intéressant à faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que pour les deux opérations, les Allemands tablent sur une victoire courte, une campagne courte, qui, pense-t-on, ne devrait pas trop solliciter le versant logistique. Dans les deux opérations, on a également un ratio très en faveur des troupes combattantes par rapport aux troupes de soutien. Pour caricaturer tout ça, pendant l'opération Barbarossa, on estime que sur 10 soldats, 9 soldats le sont dans les troupes combattantes, et un seul soldat sert dans les soutiens logistiques. Enfin, dans les deux opérations, on a également misé sur le fait qu'on pourrait récupérer le matériel ferroviaire de l'ennemi. En 1914, on espérait récupérer le matériel ferroviaire des Belges et des Français, et en 1941, celui des Soviétiques, en dépit du fait que l'écartement soviétique était différent de l'écartement européen standard de l'époque. Le parallèle est également intéressant parce que dans les deux cas, on montre que ce sont les opérations militaires strictes, combattantes, qui doivent primer sur les autres aspects de la guerre. Et que globalement, en dehors des opérations militaires stricto sensu, les Allemands ne veulent pas vraiment entendre parler d'autre chose. À quoi bon finalement bâtir une véritable stratégie logistique si finalement l'ennemi peut être battu en quelques semaines voire quelques mois? Le pire étant que les Allemands de 1941 pouvaient en partie se reposer sur le ravitaillement motorisé, ce que ceux de 1914 ne pouvaient pas vraiment envisager. Mais ceci a conduit les Allemands à devenir un petit peu paresseux sur le point de vue logistique, puisque les généraux allemands tablaient sur une victoire rapide et un écrasement des forces soviétiques sur les 500 premiers kilomètres de frontière, distance sur laquelle la logistique motorisée pouvait effectivement plus ou moins bien subvenir aux besoins des armées. En bref, la logistique et globalement toutes les armes de soutien sont des domaines qui ne parlent pas nécessairement aux Allemands, malgré l'importance capitale justement à l'heure de la guerre moderne. Et dans la plupart des cas, il est évident que ni le ravitaillement ni la logistique ne sont responsables à eux seuls de l'échec des armées allemandes en campagne.
Mais dans le cadre de ces deux opérations, il faut tout de même considérer ces deux facteurs pour comprendre l'échec allemand. En conclusion, nous pouvons dire que l'armée allemande est une machine qui est excellente pour gagner des batailles, mais qui souvent perd ses guerres, par divers aspects de la conduite de la guerre qui sont pourtant cruciaux, ou par des obsessions qui sont souvent d'un autre temps. Les Allemands sont très focalisés sur l'aspect militaire de la conduite de la guerre, mais négligent totalement d'autres aspects qui pourtant méritent d'être étudiés. Mais elle souffre de nombreux défauts que nous avons cités, et dans certains cas d'une mauvaise compréhension, d'une mauvaise appréhension de la guerre moderne. On a souvent reproché à l'armée française de 1939 et 1940 d'avoir une guerre de retard, ce qui n'est d'ailleurs pas totalement vrai, alors que si on jette un coup d'œil à certains schémas de pensée dans la façon de faire la guerre du côté allemand, il y a beaucoup d'éléments qui laissent à penser que certains penseurs allemands font encore la guerre et considèrent la guerre comme on la faisait au XVIIIe siècle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai abordé des thèmes pas forcément simples à expliquer, d'ailleurs c'est pour ça que le tournage de cette vidéo, figurez-vous qu'il a duré plusieurs heures, ça n'a pas été simple. J'ai dû faire pas mal de prises, de reprises. Et d'ailleurs pour chaque chapitre, chaque rush fait environ 45 minutes, donc ça va être un vrai plaisir à monter. J'espère que le résultat final vous plaira, et je vous invite évidemment à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, des sujets abordés, ou même si vous avez des remarques pertinentes à faire. N'hésitez pas également à vous abonner et à laisser un petit j'aime sur la vidéo, évidemment ça aidera pour le référencement, et ça montrera que mon travail vous plaît. Sur ce, je vais vous laisser, et je vous attends pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! Tricky Disco.